Bonjour à tous, chers amis. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes au studio Aeronova avec le concepteur en chef des groupes motopropulseurs à microturbines, Andrei Veniaminovitch Kostyukov. Andrei Veniaminovitch, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Oui, aujourd'hui nous allons découvrir en détail et parler de l'histoire des microturbines. Ce que c'est, quand elles sont apparues, où elles en sont et leur avenir. Nous ferons mieux connaissance avec Andrei Veniaminovitch et discuterons de l'usage de ces microturbines dans l'aviation et ailleurs. Andrei Veniaminovitch, en regardant les microturbines, moi qui étais étroitement lié au spatial et aux moteurs spatiaux, je comprends que c'est le sommet, le summum du travail d'ingénierie et de conception. Et vous, en tant que détenteur de ce savoir, dites-nous où on l'enseigne, comment on l'acquiert, d'où on l'obtient. Je vous demande pardon, Fédor. On obtient le savoir ou les microturbines? Le savoir. Quelle est votre formation? J'ai une formation technique, précisément en turbine. J'ai étudié à l'école polytechnique de Moscou. On nous formait au département moteurs de transport et turbines à gaz. C'était le seul département du pays à former des spécialistes précisément aux petites turbines à gaz et à leur conception pour le transport. Certes, c'était ceux d'autres turbines à gaz à l'époque, c'était le siècle dernier des turbines à gaz pour le transport à transmission mécanique. Il n'y avait pas de générateur électrique à haut régime présent aujourd'hui. C'étaient des turbines à gaz nettement plus complexes et pourtant elles donnaient de très bons et remarquables résultats une fois installées sur tel ou tel véhicule terrestre. Ce moteur, là derrière vous, est-ce l'un de ces moteurs? Où était-il utilisé? Ce moteur, autant que je m'en souvienne, oui. Alors, c'est un moteur, attendez une seconde, c'est un moteur, c'est la première version. Alors, la première version du prototype d'un moteur pour char, un moteur de char, il faisait environ 400 chevaux, ce moteur. Donc, ce moteur reprend la première version, l'une des premières, vers les années 60 du siècle dernier. Il était sans échangeur de chaleur et consommait donc énormément de carburant, mais malgré tout, il a permis d'élargir un certain domaine de connaissances. Ensuite, la construction de turbines à gaz pour le transport s'est orientée vers le développement de moteurs à turbines à gaz dotés d'un échangeur de chaleur, car seuls ces moteurs à turbines à gaz pouvaient rivaliser en matière d'économie de carburant avec les moteurs à piston, y compris les moteurs à essence et les moteurs diesel. Pour expliquer simplement ce qu'est une microturbine, c'est le même moteur que le moteur à piston à combustion interne qui équipe une automobile. On y injecte du carburant, le carburant brûle, se détend, accomplit un certain travail, et ensuite ce travail mécanique, dans les moteurs qui sont derrière vous, ceux qu'on apprenait à fabriquer à l'école polytechnique, était transformé en traction des roues. Tout à fait. Ce ne sont donc pas les turbines des avions qui créent une poussée à réaction. Tout à fait, oui, c'est exact. Oui, mais conçues pour produire un travail mécanique. Et pourquoi des microturbines? Micro, ce nom a beaucoup étonné les gens qui en avaient entendu parler. Cela tient au fait que les turbines à gaz ont conquis des marchés et des domaines d'application où leur puissance atteint même des centaines de milliers de chevaux, voire davantage. S'il s'agit de moteurs stationnaires, ce sont de très grandes puissances. Et c'est pourquoi, en somme, l'usage s'est établi d'appeler officieusement microturbines les moteurs à turbine à gaz jusqu'à 1000 kW. Des microturbines? Eh bien, parce que qu'est-ce que c'est 1000 kW par rapport à 100 000 kW?
C'est vraiment rien, ce sont des micropuissances. Ça, c'est un point. Sans aucun doute, cela comptait, mais ce qui comptait aussi, c'est que ces microturbines ne faisaient plus tourner les roues d'une automobile, ne produisaient plus de déplacement, mais faisaient tourner des générateurs électriques à haute vitesse de rotation. Alors, cette transition, cet emploi des microturbines, c'est-à-dire de petits moteurs à turbine à gaz, s'est opéré vers la fin des années 90 du siècle dernier. Cela était essentiellement lié à l'apparition de générateurs électriques à haute vitesse, très performants, atteignant jusqu'à 100 000 tours par minute, voire davantage. Et ces générateurs électriques non seulement étaient très performants et tournaient à grande vitesse, mais ils étaient par conséquent petits par leur dimension et leur masse, et par conséquent, ils convenaient très bien pour entraîner des moteurs à turbine à gaz, dont l'arbre de sortie tourne à une très haute vitesse de rotation. Autrement dit, dans ce cas, ces générateurs électriques à haute vitesse se laissent très commodément entraîner par une turbine à gaz, sans aucun réducteur. À vrai dire, c'est cette association de turbines à gaz, de petites turbines à gaz, avec un générateur électrique à haute vitesse de rotation que l'on appelle en somme des microturbines. Vous avez déjà mentionné un autre élément, l'échangeur de chaleur. Oui, et on aimerait l'ajouter à toute cette construction pour bien comprendre. Le fait qu'il y a une turbine qui brûle le carburant et crée la rotation, il y a un générateur qui tourne, c'est pour ça que toute cette turbine fonctionne, et il y a un échangeur de chaleur spécial qui augmente le rendement de tout ce système. Oui, tout à fait. Voici le point. Les énormes turbines à gaz ont d'énormes machines à aube qui ont un grand rendement et les taux de compression de l'air dans ces grandes turbines à gaz sont élevés. Et dans ce cas, aucun échangeur de chaleur n'est nécessaire pour atteindre un rendement élevé. L'échangeur de chaleur est précisément nécessaire pour obtenir un rendement élevé dans les turbines à gaz de faible puissance. En faible puissance, le taux de compression de l'air dans les microturbines est faible, et si on le rendait élevé, la machine à aube deviendrait très petite, en l'occurrence le compresseur qui comprime l'air, et par conséquent tout cela aurait un rendement très bas. Pour compenser ces faibles rendements des machines à aube et le faible rendement de la microturbine de petite taille, on a imaginé d'installer un échangeur de chaleur. Que fait l'échangeur de chaleur? L'échangeur de chaleur capte la chaleur du gaz d'échappement, c'est-à-dire que le gaz d'échappement est soufflé à travers cet échangeur et il chauffe cet échangeur. Et parallèlement au gaz d'échappement qui est soufflé à travers cet échangeur, passe aussi l'air comprimé dans la microturbine par le compresseur. Donc cet air, avant la chambre de combustion, entre dans cet échangeur où il est chauffé avant la chambre de combustion par la chaleur des gaz d'échappement, des gaz de sortie, et par conséquent, dans la chambre de combustion, il faut déjà brûler moins de carburant pour chauffer l'air à la température requise, disons 1000 degrés Celsius, et par conséquent, le rendement augmente très sérieusement. Si l'échangeur de chaleur est bon, alors de 2 fois et plus par rapport à une turbine à gaz sans échangeur de chaleur. Aujourd'hui, la notion de microturbine inclut obligatoirement, outre le générateur électrique, aussi un échangeur de chaleur. Autrement dit, une microturbine, c'est une turbine à gaz avec un échangeur de chaleur. Et en Union soviétique, elles étaient déjà produites. En Union soviétique, oui. En réalité, sur ce qui existait en Union soviétique, je me permettrai un peu d'histoire. Oui, en Union soviétique, en réalité, elles n'étaient pas produites, mais développées. Pas partout.
mais il y avait des endroits très intéressants, une production très intéressante, des recherches très intéressantes ont été menées en particulier à partir des années 60 du siècle dernier. En Union soviétique, on a tenté de créer un moteur à turbine à gaz pour le transport, principalement pour les camions, pour les engins militaires, les véhicules blindés de transport de troupes à 8 roues et ainsi de suite. On a tenté de le créer. C'était quelque part en Union soviétique, cela se passait au Nami. J'ai peur de me tromper, dans 4 ou 3 endroits, l'usine de Yaroslavl et la 3e usine, ah non, 4. Le 3e endroit, c'est l'usine automobile de Gorky, et le 4e endroit, c'est Tcheliabinsk. À Tcheliabinsk, le bureau d'études spécial Turbina, là, on a tenté de créer une turbine à gaz pour chars. Eh bien, en particulier, ce qui se trouve actuellement derrière moi vient justement de là. C'est en somme le premier essai de Tcheliabinsk. Donc, les plus grands succès. Mais, comme vous le voyez, le moteur est à l'arrière. Un moteur sans échangeur de chaleur, Et naturellement, un tel moteur n'a donné aucun résultat positif ni sérieux. Les meilleurs résultats ont été obtenus dans le développement d'une turbine à gaz très efficace, petite, pour les transports, à l'usine automobile de Gorky. Là, on a créé des prototypes d'environ 400 chevaux pour la plupart. Ils ont été testés sur le Kraz, l'usine automobile de Kremenchuk. Le Kraz, ce sont tous de gros camions, des camions de fort tonnage, y compris sur le Kamaz, et sur du matériel militaire, un véhicule blindé de transport de troupes à 8 roues. Vers la fin des années 80, il y a eu des essais très réussis de ces moteurs sur le véhicule à essieux multiples de Briansk. Un porteur de missiles, en somme, le véhicule soviétique à 8 roues de Briansk. Là, on a réalisé des essais comparatifs de ce véhicule de Briansk, du châssis de Briansk, avec un moteur diesel et avec une turbine à gaz de l'usine automobile de Gorky, avec échangeur de chaleur, bien sûr. Et les résultats ont montré une chose très positive. Le principal problème de la turbine à gaz, c'est la forte consommation de carburant, c'est-à-dire un désavantage côté consommation. Lors de ces essais, on a obtenu des consommations routières à peu près égales, des consommations routières moyennes de carburant. Le véhicule de Briansk avec la turbine à gaz de l'usine automobile de Gorky et avec un moteur diesel. Le diesel, il y avait 2 variantes. L'une, un diesel de Barnaoul, et la seconde, 2 Kamaz, 200 chevaux chacun, il me semble. La turbine à gaz de l'usine automobile de Gorky était unique. Une consommation de carburant à peu près égale, mais avec une vitesse supérieure de 30% à la moyenne. Un démarrage très facile, sans aucun préchauffage en hiver. Les essais, d'ailleurs, se sont déroulés en hiver par une température de moins 10 à moins 20 degrés Celsius. La turbine à gaz démarrait très facilement, sans aucun préchauffage. Cela a fait une très forte impression sur les essayeurs et les représentants de l'usine de Briansk. En outre, pendant les essais, on a obtenu un résultat très intéressant. Cet essai n'avait pas été mené exprès. Il a été obtenu par hasard, à savoir que le châssis de l'usine de Briansk à 8 roues, avec le diesel, s'est embourbé dans 1 mètre de neige. Et ce châssis avec le diesel a été tiré hors du mètre de neige par un châssis identique, mais déjà équipé d'une turbine à gaz. Cela a de nouveau fait une très forte impression sur les essayeurs. J'en ai raconté très peu, mais d'un autre côté, beaucoup aussi. Le seul problème, c'est que la perestroïka qui a suivi a en somme mis un terme à ces développements, parce que notre ministère, notre gouvernement,
a cessé de financer quoi que ce soit, ces nouveaux développements, alors qu'ils étaient en réalité déjà sur le point d'aboutir. Et à vrai dire, à cette époque, il existait un organe central, c'était le comité central du Parti communiste. Même au niveau du comité central du Parti communiste, la décision avait été prise de mener ces moteurs de Gorky jusqu'à la production industrielle. Mais je le répète, la perestroïka des années 90 a tout anéanti, toute la thématique des turbines à gaz. Honnêtement, pas seulement la thématique des turbines à gaz, mais aussi beaucoup d'autres thématiques passionnantes qui étaient développées et étudiées en Union soviétique. Quelle chance qu'il reste des spécialistes capables de réanimer aujourd'hui tout cela, pour ainsi dire, en maîtrisant les connaissances du passé et les outils du présent. Pouvez-vous nous dévoiler un peu ce secret? Car chez vous, c'est une affaire de famille, ce travail sur les microturbines. Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. Donc, à l'usine automobile de Gorky, l'ingénieur en chef sous la direction duquel étaient créés les moteurs à turbine à gaz, c'était mon père, Kostyukov Veniamin Matveyevitch. Par la force du destin, j'ai repris le flambeau, notamment malgré cet effondrement des travaux de recherche et des travaux en général qui s'est produit en Union soviétique. Les résultats de ces travaux, les plans, les recherches, les résultats des recherches, les rapports, les prototypes eux-mêmes de moteurs à turbine à gaz, tout cela, nous avons réussi à le transférer à l'Université polytechnique de Moscou, au département des moteurs de transport et à turbine à gaz, dont je suis devenu le directeur quelque temps plus tard. Ensuite, avec le département, nous avons tenté de toutes nos forces de préserver et de développer cette thématique. En réalité, en somme, nous y sommes parvenus. Quelque part au début des années 2000, l'usine Salyut a commencé à s'intéresser à nos moteurs et au sein du département s'est installé un service de l'usine Salyut, l'usine aéronautique Salyut, afin de commencer les travaux de modernisation profonde des moteurs à turbine à gaz de l'usine automobile de Gorky. En fait, cela a soutenu le département, a permis de poursuivre les travaux et surtout de transmettre les connaissances sur la conception des moteurs à turbine à gaz à un très grand nombre d'étudiants. En particulier, aujourd'hui, la turbine à gaz, l'installation à turbine à gaz ou l'installation à microturbine conçue chez Aeronova est en fait conçue, entre autres, par les diplômés du département des moteurs de transport et à turbine à gaz. On pourrait croire que l'appareil est assez complexe et qu'un grand bureau d'études devrait travailler dessus. Mais vous avez actuellement dans votre équipe une dizaine de personnes. J'aimerais vous demander, les méthodes modernes de conception ont-elles aidé à simplifier ou à accélérer tout cela? Très bonne question, très bonne question. Sans aucun doute. La métaconception moderne influence très fortement la vitesse de conception. Mais en plus de cela, la vitesse de conception du moteur à turbine à gaz chez Aeronova a été influencée, outre les technologies modernes, justement par les développements qui ont précédé les travaux chez Aeronova, à savoir les travaux menés conjointement avec l'usine automobile de Gorky et les travaux réalisés au sein du département. En fait, le département a travaillé assez longtemps précisément sur un moteur à turbine à gaz de cette dimension, de l'ordre de 300 kW.
Voilà, mais sans aucun doute, les hautes technologies et avant tout les technologies de calcul, aujourd'hui, tout ce que l'on veut, n'importe quel écoulement, n'importe quelle combustion qui se produit et a lieu dans la turbine à gaz, dans la machine à aube tournant à une vitesse énorme, dans la chambre de combustion où se produisent écoulement, combustion, mélange, brassage, dans l'échangeur de chaleur où se déroulent des processus thermohydrauliques très complexes, où la chaleur est transmise des gaz d'échappement à l'air comprimé dans la turbine à gaz. Aujourd'hui, tout cela se calcule déjà sur la base des logiciels de calcul existants, et ce, de manière très précise, très précisément, mais bien sûr pas avec une exactitude de 100%. Néanmoins, on peut calculer avec au moins 90% de précision. Cela dépend bien sûr de la tâche, de sa complexité. Nous travaillions déjà sur ces logiciels, ces ensembles logiciels, au début des années 2000 et même dans les années 90, car le département des moteurs à turbine à gaz de l'usine automobile de Gorki aidait beaucoup notre chaire. À cette époque, l'usine automobile de Gorki avait la possibilité, et non seulement la possibilité, mais elle achetait des logiciels de calcul modernes que nous utilisions au fond. Et surtout, nous apprenions à travailler auprès d'eux, ce qui est très important. Les spectateurs voient en ce moment cette roue de compresseur. Je sais qu'elle a été testée auparavant. Et quand vous parliez de 90% de précision, vous vous appuyiez sur des résultats de calcul confrontés à des essais réels. Bien sûr, sans aucun doute. Mais il faut noter ceci, pas seulement avec ces essais-là, mais aussi avec des essais menés par d'autres chercheurs et qui étaient publiés. Nous avons procédé à la validation de l'emploi de ces ensembles logiciels pour différentes tâches, pour le compresseur, pour l'écoulement dans le compresseur, pour l'écoulement dans la turbine. Partout, il y a ses propres particularités, pour chaque tâche, ses propres particularités. Et ces particularités étaient tirées des recherches menées et plus concrètement de la validation, au fond, de ces ensembles logiciels pour la tâche considérée. J'aimerais soulever une question. Au fond, pourquoi des microturbines? Pourquoi? À quoi servent-elles? En quoi sont-elles meilleures? Pourquoi en a-t-on besoin maintenant? Où peuvent-elles s'appliquer? C'est, semble-t-il, un produit si complexe que, pour le concevoir et commencer à le fabriquer, il faut accumuler et transmettre énormément d'efforts, de savoir et d'expérience sur plusieurs générations. Et pourtant, sans elles, tout va bien aujourd'hui. Tout avance, roule et fonctionne. Ou pas si bien. Je m'excuse de devoir poser des questions aussi profanes. J'en connais la réponse, Andrei Veniaminovitch, mais j'aimerais vraiment approfondir ce sujet. En réalité, c'est une question tout à fait juste. Donc, dans ce cas, je me contente de hausser les épaules et je me crispe un peu, car la question est très vaste et on ne la traite pas si simplement. Néanmoins, on peut dire ceci. Les petites microturbines, j'en ai déjà un peu parlé, on a tenté de les créer notamment pour le transport, et pas seulement pour le transport. On a tenté de les créer dès le début des années 60, voire plus tôt, du siècle dernier. Ce n'est pas un hasard, c'est absolument évident. Que d'efforts, que d'argent on a dépensé dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis et en Union soviétique, bien entendu, quoique justement en Union soviétique, pas tellement. Mais dans l'ensemble, d'énormes recherches ont été menées et elles continuent de l'être. On tâte les contours de la future turbine à gaz en accord avec le développement des technologies actuelles,
Je vais simplement vous donner un exemple de ce que je veux dire. Je vous parlais des turbines à gaz de transport qui étaient destinées à être utilisées sur des véhicules à transmission mécanique, c'est-à-dire que ces turbines à gaz ne faisaient pas tourner un générateur, ni un générateur électrique, mais les roues du véhicule à travers la boîte de vitesse, l'embrayage et ainsi de suite. À cette époque, tous ces moteurs à turbine à gaz, en plus du compresseur, de la turbine, du rotor tournant, de l'échangeur de chaleur et de la chambre de combustion, comportaient encore une multitude d'éléments liés à toute la complexité de la tâche d'entraîner les roues. Il fallait un réducteur puissant et robuste, qui abaisserait le régime de la turbine à gaz tournant à une vitesse énorme, 30 000 tours par minute, jusqu'à la vitesse de rotation requise pour la transmission vers la boîte de vitesse. Disons, une boîte de vitesse diesel, 2500 tours par minute. On obtient donc un réducteur très puissant, un grand réducteur. Il nécessite naturellement de l'huile et il ajoute une masse assez importante au groupe à turbine à gaz. Par ailleurs, il y avait aussi un élément comme le distributeur réglable placé devant la turbine de puissance qui permettait d'augmenter la dynamique du véhicule équipé d'une turbine à gaz. Qu'est-ce que c'est? Ce distributeur orientable, ce distributeur à tuyère, ce sont des aubes fixes orientables qui dirigent le flux selon l'angle requis vers la turbine à gaz. Et comme il s'agit d'un distributeur orientable, il peut modifier cette direction. Il peut accélérer la turbine à gaz, ou bien la freiner, ou bien la faire tourner en sens inverse. Cela permettait naturellement d'améliorer considérablement la dynamique de la turbine à gaz de transport. Mais en même temps, cela compliquait beaucoup cette turbine à gaz, la compliquait, l'alourdissait, la renchérissait. Et à cette époque, la turbine à gaz, comparée au moteur à piston, était pour les raisons énumérées un peu plus complexe, nettement plus complexe par rapport au moteur à piston. Aujourd'hui, nous avons un rotor à haut régime qui tourne et qui entraîne un générateur à haut régime. Et il n'y a plus ni grand réducteur, ni distributeurs orientables à tuyère. Tout cela n'existe plus. Autrement dit, grâce au développement des technologies et plus précisément au développement des générateurs à haut régime, nous avons obtenu une turbine à gaz simple, simplifiée, considérablement simplifiée, à savoir une microturbine, un moteur à turbine à gaz de petite dimension. Aujourd'hui, une telle turbine à gaz, grâce à la présence des technologies actuelles, je vous ai déjà parlé du générateur, permet de simplifier considérablement ce groupe à turbine à gaz, de l'améliorer, d'en augmenter les paramètres, l'efficacité, le rendement, d'en réduire la masse et l'encombrement. Et elle s'est révélée très attrayante aujourd'hui pour un certain nombre d'utilisateurs. Ainsi, par exemple, la microturbine américaine, on a essayé de l'installer sur des moyens de transport, sur un autobus, sur des transports fluviaux, sur des trolleybus, et on l'a aussi utilisé comme groupe énergétique pour produire de l'électricité et de la chaleur bon marché destinée aux maisons, aux villages, aux supermarchés, et ainsi de suite. Autrement dit, les applications se sont révélées très nombreuses, de toutes sortes. On a obtenu un groupe à microturbines à usage polyvalent, ce qui est naturellement très attrayant. On peut l'utiliser ici, là et encore ailleurs. Cela représente un marché vraiment considérable. Mais en plus de cela, la turbine à gaz séduit par ses propriétés bien connues, à savoir sa multicombustibilité,
elle fonctionne facilement avec pratiquement tout ce qui brûle, c'est-à-dire le gaz, les alcools, le combustible pétrolier, le kérosène, l'essence, le gazole. Elle peut aussi fonctionner au fioul lourd, mais là il y a certaines complications. Dans ce cas, elle ne fonctionnera pas efficacement, il faudra abaisser la température maximale, sinon les aubes des turbines à gaz se détérioreront rapidement, elles se corroderont. Les exigences environnementales. D'après ce que je comprends, les exigences actuelles en matière d'écologie des gaz d'échappement placent elles aussi la microturbine. Tout à fait, oui, sans aucun doute. Aujourd'hui, comme on le sait, à vrai dire, ces processus étaient en cours quelque part depuis le début des années 80, et même un peu plus tôt. L'écologie. L'écologie, c'était un étendard et une exigence, un étendard, une direction, la direction dans laquelle se développaient les groupes motopropulseurs. C'était l'étendard des exigences, au fond, de réduction de la toxicité, de réduction des émissions nocives. Aujourd'hui, c'est bien connu, ces exigences atteignent des valeurs incroyables et qui plus est, elles imposent désormais non seulement l'absence d'émissions d'oxyde d'azote, d'oxyde de carbone, mais aussi l'interdiction, ou du moins une mesure, va dans cette direction, interdire totalement les émissions non seulement d'oxyde de carbone, mais aussi de dioxyde de carbone. Dans ce cas, on demande de réaliser des groupes motopropulseurs qui n'émettent pas de carbone, ce qui est lié, comme on le sait, au climat. En raison d'une température de combustion différente de celle des moteurs à piston, dans la microturbine, il est possible de créer des conditions telles que ces oxydes nocifs ne se forment pas. Oui, la turbine à gaz a l'avantage qu'on peut y réduire les émissions nocives et elles sont réduites sans aucun dispositif supplémentaire de ceux qu'on installe à la sortie des moteurs à piston connus, à essence diesel. Dans la turbine à gaz, rien de tout cela n'est nécessaire, aucun dispositif supplémentaire n'est requis. Elle émet très peu d'oxyde d'azote. Cela tient au fait que dans les chambres de combustion modernes, la température maximale ne dépasse pas 1500 degrés. Et il est bien connu que la formation des oxydes d'azote a un caractère thermique et que les oxydes d'azote se forment principalement à des températures de combustion supérieures à 1500 degrés Celsius. Ainsi, si l'on abaisse la température de combustion, on peut alors obtenir une absence pratiquement totale d'oxyde d'azote. On peut le faire dans les turbines à gaz, mais c'est absolument impossible dans un moteur à piston. De ce fait, la turbine à gaz possède potentiellement une écologie, en principe inatteignable pour les moteurs à piston. Oui, et il en résulte, là encore, que l'absence d'organes supplémentaires influe fortement sur le poids global de la construction. Et voilà comment nous arrivons en douceur. Rendement massique maximal. On met en jeu les générateurs les plus rapides, où 30 kW tiennent dans un format gros comme le poing et 3 kg. En somme, c'est la qualité requise pour l'aviation, et toute la tendance de l'électroaviation moderne se ramène très probablement de façon cristalline justement aux microturbines générant de l'électricité à bord, ensuite utilisées par des moteurs électriques, là encore modernes à haut rendement, pour faire tourner les hélices, ce dont nous nous occupons globalement ici. Andrei Veniaminovitch crée une microturbine de 300 kW de puissance électrique de sortie. Avec un immense bagage derrière lui, le sien propre et la dynastie des Kostyukov a édifié tout cela. Et la microturbine que nous obtenons à présent sera utilisée en premier lieu dans les dirigeables. C'est ce dont nous nous occupons dans l'entreprise Aeronova. Pour bien comprendre,
Il existe par exemple un groupe énergétique diesel de 300 kW de puissance électrique de sortie, et voici notre microturbine de 300 kW de puissance électrique de sortie, à rendement et efficacité énergétique comparables. Nous pouvons comparer le poids de ces deux installations. Le poids de la turbine à gaz, le diesel naturellement, est nettement inférieur en masse, nettement plus lourd en masse comparé à la turbine à gaz. Même dans le cas où la turbine à gaz serait alourdie par un échangeur de chaleur et aurait un rendement du moteur proche de celui du diesel, même dans ce cas, le diesel reste largement perdant en masse face au moteur à turbine à gaz équipé d'un échangeur de chaleur. Cela s'appelle une turbine à gaz régénérative. Je le précise au cas où parce que, c'est assez clair. Voilà, donc d'un ordre de grandeur. Bon, pas d'un ordre de grandeur, bien sûr, mais plusieurs fois supérieur. En masse, en maintenance, la durée de vie de la turbine à gaz est nettement supérieure à celle du diesel. Nettement supérieure plusieurs fois. Justement, avant une révision générale, le diesel atteint environ 20 000 heures, tandis qu'une turbine à gaz moderne atteint jusqu'à 60 000 heures de durée de vie avant la révision générale, c'est-à-dire avant la grande remise en état. C'est important du point de vue des coûts d'exploitation et de la comparaison entre l'emploi d'une turbine à gaz et celui d'un groupe motopropulseur diesel. Donc le rendement du moteur est comparable. Le moteur diesel se situe aujourd'hui autour de 45, Un peu moins. 42, Pour une telle puissance, autour de 40%. et cette microturbine que nous développons actuellement, elle est un peu moins performante, non? Oui, notre turbine à gaz est encore un peu en dessous. Elle a un rendement d'environ 37%, mais à terme, nous comptons relever ce rendement, avant tout sans complexifier le schéma de construction de la turbine à gaz, même si cette voie existe aussi. À ce jour, les microturbines d'environ 400 kW ont un rendement de 42 à 43%. De telles microturbines existent dans le monde, mais elles sont plus complexes, c'est-à-dire qu'elles ont un schéma de construction à deux arbres, avec un élément supplémentaire présent dans une telle turbine à gaz, et cela ne convient pas tout à fait à notre application de transport et avant tout à l'application aérienne. Nous pouvons même être légèrement en retrait sur le rendement du moteur. Mais l'une de nos exigences principales, c'est la masse et l'encombrement, mais avant tout la masse, bien sûr. C'est pourquoi, dans ce cas, face au diesel, nous remporterons sans aucun doute la bataille concurrentielle avec notre turbine à gaz, une microturbine de 300 kW. Et concernant le son, concernant le bruit, nous sommes tous habitués à ce que la turbine ce soit ce qui équipe l'avion et qu'on ne puisse même pas passer à côté. Elle siffle, elle gronde, et même quand on est à bord, alors qu'elle est loin et à l'extérieur et qu'on est à l'intérieur, c'est quand même bruyant. Mais la microturbine, c'est un tout autre produit. Qu'en est-il du niveau de bruit? Racontez-nous. Oui, bien sûr, c'est encore une propriété positive. Non pas du moteur à turbine à gaz, mais précisément de la microturbine qui comporte dans son schéma de construction un échangeur de chaleur. L'échangeur de chaleur est une structure poreuse, un volume poreux à travers lequel passe le gaz d'échappement. Lorsqu'il traverse ce gaz d'échappement, les vibrations et le bruit qu'il contient sont très fortement atténués et par conséquent, le bruit d'un moteur à turbine à gaz doté d'un échangeur de chaleur, c'est-à-dire d'une microturbine, est nettement inférieur au bruit des moteurs à piston. Et de même, comparé au bruit dont Fiodor a donné l'exemple, le bruit des moteurs d'avion. Sans doute beaucoup d'entre nous ont déjà pris l'avion, et même, je pense, tout le monde a déjà volé en avion.
Le bruit est assez important, disons-le franchement, sur les grands moteurs à turbine à gaz, mais ceux-ci n'ont pas d'échangeur de chaleur. L'échangeur de chaleur atténue très fortement le bruit à l'entrée. Outre l'échangeur de chaleur, sans aucun doute, étant donné que la microturbine a aussi une application terrestre, on place devant elle un filtre à air et à la sortie de ce moteur à turbine à gaz, on place un échangeur de chaleur. Et ces deux éléments poreux, le filtre à air à l'entrée et l'échangeur de chaleur à la sortie, contrairement au moteur d'avion qui n'a ni filtre à air à l'entrée ni échangeur de chaleur, présentent un bruit nettement plus faible. En réalité, c'est un sifflement assez discret, un bruit à haute fréquence chez la turbine à gaz. Ce bruit est bien connu pour se supprimer facilement. Nous pouvons recouvrir cette turbine à gaz d'un matériau isolant thermique quelconque et le bruit diminuera encore très fortement. Nous pouvons recouvrir cette turbine à gaz de manière très conséquente, car le carter de la turbine à gaz n'a pas besoin d'être refroidi, contrairement aux moteurs à piston. Naturellement, quand nous recouvrons cette turbine à gaz d'un matelas d'isolation acoustique, nous l'isolons aussi thermiquement. Mais pour la turbine à gaz, cela ne pose aucun problème du fait que ces carters extérieurs ne sont pas refroidis, contrairement aux moteurs à piston. C'est pourquoi, dans l'ensemble, la turbine à gaz est non seulement moins bruyante que les moteurs à piston, mais possède aussi un potentiel. Si on le souhaite, ce bruit peut encore être très fortement réduit dans les automobiles. Dans les automobiles, par exemple celle de cette même usine automobile de Gorky, le niveau de bruit, lorsqu'on était dans la cabine, était-il comparable à celui des moteurs à piston? Nettement inférieur. Le conducteur, pendant les essais de la voiture à turbines à gaz, se plaignait d'une seule chose. Au bout d'un certain temps, il commençait à s'endormir. Il n'avait pas besoin de changer de vitesse en roulant, car la turbine à gaz à deux arbres avait un couple remarquable. Il appuyait simplement sur la pédale d'accélérateur et la turbine à gaz roulait et la voiture montait la côte, descendait la côte, peu importe. Il n'y avait pas besoin de changer de vitesse. La vitesse n'était changée par le conducteur que dans un seul cas, au moment du démarrage, et ensuite il oubliait tout simplement qu'il fallait changer de vitesse. Le changement de vitesse n'influait dans ce cas que sur une seule chose, la consommation de carburant, mais sur la dynamique de la voiture, absolument pas. Mais le conducteur, naturellement, ne se souciait pas toujours de la consommation de carburant. Il se souciait seulement de ce que la voiture roule à la vitesse requise et grimpe la côte, descende la côte. Pour réaliser ce processus, on pouvait n'utiliser que la pédale sans avoir besoin de rien changer. C'est-à-dire, en somme, une boîte de vitesse automatique sans boîte de vitesse automatique. Du point de vue du bruit, je l'ai déjà dit, le bruit de la turbine à gaz est très faible, déjà peu élevé, mais lors de l'installation sous le capot de la voiture, ce bruit était encore réduit très fortement et exerçait sur le conducteur un effet soporifique. Probablement oui. Vous venez d'aborder ce point, une boîte de vitesse sans boîte de vitesse, et une question légitime se pose sûrement. Son rendement est-il vraiment aussi bon à toutes les fréquences, à tous les régimes et sous toutes les charges, ou bien lorsque la charge apparaît ou disparaît? La question est claire, tout à fait évidente. Par exemple, un moteur diesel a un rendement allant jusqu'à 50%, et lorsque la puissance baisse de moitié, le rendement ne diminue presque pas. Sur une turbine à gaz sans échangeur de chaleur, la consommation de carburant au régime partiel augmente de façon démesurée.
C'est précisément ce problème qu'a rencontré le char T-80, équipé de moteurs à turbine à gaz sans échangeur de chaleur. Ce moteur conférait au char d'excellente qualité, à savoir une grande dynamique grâce à son faible poids et à sa petite taille, et permettait un remplacement assez simple. Nul besoin d'amener une grue pour extraire cette turbine à gaz de là, mais en même temps, au régime partiel, sur lesquels le char fonctionne principalement, oui, la consommation de carburant devenait très élevée, mais pour un char, ce n'est pas toujours important. Cette application est malgré tout, encore aujourd'hui, considérée comme prometteuse. La production de ces moteurs à turbine à gaz pour le char T-80 a, comme on le sait, été reprise actuellement à l'usine de moteurs de Kaluga, un moteur avec échangeur de chaleur présente, au régime partiel, une consommation de carburant tout à fait correcte, et il n'y a plus cette aberration que l'on observe avec une turbine à gaz au schéma le plus simple, sans échangeur de chaleur. Par ailleurs, l'installation d'un générateur électrique sur la turbine à gaz ainsi que la régulation supplémentaire de ce générateur électrique permet à la turbine à gaz de fonctionner avec un rendement élevé même au régime partiel, aux charges partielles. Cela, je le répète, fait deux raisons. La première, c'est l'installation d'un échangeur de chaleur. La deuxième raison, c'est l'installation d'un générateur électrique. Autrement dit, nous ne relions pas l'arbre de la turbine aux roues de la voiture, mais nous le relions à un générateur électrique que nous régulons. C'est donc une régulation supplémentaire. Et tout cela fait que le problème de la forte consommation de la microturbine au régime partiel est en grande partie résolu. Ce que l'on tient à souligner, c'est le faible poids, le faible niveau sonore, un nombre de pièces moindre par rapport au moteur à combustion interne et même très nettement moindre, une efficacité énergétique suffisante, un grand pouvoir calorifique. J'énumère les avantages pour lesquels la microturbine a été choisie pour la construction de dirigeables comme groupe motopropulseur principal. Quant au pouvoir calorifique dans les dirigeables, nous en discuterons un peu plus tard. Les avantages sont en quelque sorte énormes, mais qu'en est-il tout de même du coût? Dans 95% des cas, on pense qu'une turbine est bien plus chère qu'un moteur à piston. Oui, une turbine est bien plus chère, mais il me semble que j'en ai déjà parlé, ou peut-être pas. Raison de plus pour le dire. La microturbine à gaz est aujourd'hui plus chère qu'un groupe énergétique à moteur à piston. Cela tient au fait que les microturbines à gaz sont aujourd'hui produites pratiquement à l'unité, sans série. Des séries existent, mais elles sont très petites. Et dans ce cas, naturellement, comparer le coût d'une turbine à gaz produite à l'unité avec celui d'un moteur à piston fabriqué en masse, c'est-à-dire par milliers, tourne nettement au désavantage de la turbine à gaz. Dans ce cas, le produit revient naturellement bien plus cher. Nous comptons bien sûr sur le fait que nos turbines à gaz, que nous concevons avant tout pour le dirigeable, auront aussi d'autres applications. Autrement dit, nous créons aujourd'hui une turbine polyvalente et dans ce cas, nous prévoyons de mettre en place une production non plus à l'unité, mais en série, car nous misons sur un marché important. Et dans ce cas, le coût de notre produit, de notre microturbine, devrait être déjà nettement plus proche du coût d'une installation énergétique à moteur à piston. Au cas où, j'ajouterais que le coût d'une turbine à gaz complexe entraînant les roues d'une automobile a été calculé, recalculé de très nombreuses fois,
et par de très puissants instituts de recherche dès les années 80. Sinon, ces travaux n'auraient pas continué, on aurait cessé les recherches et les tentatives d'installer ces turbines à gaz sur les transports si le rapport de coût avait été à ce point défavorable, notamment entre la turbine à gaz et le moteur à piston. Je me souviens à peu près de l'un des rapports de l'Institut central de recherche de l'Union soviétique. Son nom, malheureusement, je ne saurais vous le dire maintenant. Mais ce rapport, je m'en souviens parfaitement, et tous les fabricants de microturbines qui ont tenté en Union soviétique de réaliser ces microturbines pour les transports s'y sont par la suite appuyés. Donc, cet institut a donné le résultat suivant. À production comparable d'une turbine à gaz complexe et d'un moteur à piston, d'un diesel en particulier, car c'est précisément pour remplacer le diesel que la turbine à gaz était développée, du fait qu'elle utilisait du gazole bon marché, un moteur à turbine à gaz aussi complexe serait, estimait-on, environ 10% plus cher que le diesel à production comparable. Je le répète, aujourd'hui, nous prévoyons d'élargir considérablement le marché d'application de notre installation énergétique et, par conséquent, de mettre en place une production en série de notre installation énergétique polyvalente. Oui, j'aimerais aussi en raconter un peu. Nous échangeons avec de nombreux acteurs du secteur et tout récemment nous avons une nouvelle fois travaillé avec des collègues chinois. Ils ont reçu pour mission, disons, de la part de ceux qui planifient le progrès technique pour l'avenir lointain, de créer une turbine de même puissance pour l'aviation électrique. Ils ont utilisé une turbine européenne, l'ont légèrement modifiée. Chez eux, elle est à 2 arbres. En somme, ils lui ont greffé un générateur électrique et ainsi de suite, et ils en évaluaient le coût pour l'aviation électrique. Et c'était un ordre de prix assez élevé, tout est pleinement conforme aux normes aéronautiques, pour ainsi dire. Aux standards, aux tendances, oui. Mais ils ont un second calcul. Lorsque, à partir de l'aviation, ils investissent ensuite dans la production de masse de ces turbines et les adaptent à l'énergie distribuée, à la production d'électricité sur place, là où c'est nécessaire, alors en production de masse, leur coût directement, c'est-à-dire qu'ils s'alignent un pour un sur des installations de même classe énergétique, mais au diesel par exemple. Le prix s'aligne un pour un, mais ils gagnent énormément sur les matériaux, sur la durée de vie, sur beaucoup de choses. Et ils ont orienté tout leur cap là-dessus, ils l'ont déjà clairement chiffré et ils sauront parfaitement le réaliser. Et ils chiffraient le marché par milliers d'unités par mois, rien que leur marché intérieur, qui ne sera pas couvert à ce rythme dans les prochaines décennies, voire davantage. Mais nous avons aussi parlé avec eux du marché extérieur et tenté ensemble de l'évaluer. Ils ont dit qu'on pouvait même ne pas essayer. Si nous apprenons à produire en masse la microturbine comme installation énergétique, disent-ils, la demande sera colossale, ce que je crois et que je nous souhaite d'atteindre tous ensemble. Et il n'était question que d'une seule taille, à partir de 300 kilowatts. Il y en a aussi d'un peu plus grande ou bien beaucoup plus petite. Et le marché, en somme, on peut le dire, est immense. Voilà. Tous les avantages de la microturbine, c'est-à-dire précisément sa compacité, son rapport puissance-poids et ainsi de suite, permettront à l'avenir de créer des produits ayant des qualités d'usage que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Andrei Veniaminovitch raconte régulièrement cette histoire selon laquelle, dans le monde, on développait des microturbines et peut-être qu'on en développe encore aujourd'hui en coulisses, ultra compactes, ultra petites, tournant à très haut régime, comme groupes énergétiques pour ces mêmes robots.
Andreï Veniaminovitch, de quelle puissance parlait-on là? De faible puissance. De tels travaux étaient menés très activement au début des années 2000, à la fin des années 90. C'était des puissances d'environ 1,5 kW, 1 kW, précisément pour l'usage, pour l'alimentation énergétique de robots à vocation militaire, avant tout des robots humanoïdes, bref, des robots soldats qui se nourriraient, porteraient dans un sac à dos un petit groupe énergétique de ce genre et, grâce à lui, se déplaceraient et mèneraient de mauvaises actions militaires ou de bonnes. À cette époque, les accumulateurs n'étaient pas encore aussi développés et leur densité énergétique était très faible. Le développement et la création d'un tel groupe énergétique à microturbines étaient jugés très prometteurs, avant tout pour les robots à vocation militaire. Aujourd'hui, de telles installations ne disparaissent sûrement pas non plus de l'ordre du jour, c'est tout à fait certain. Ce sont de très petites turbines à gaz, très simples, avec une très grande vitesse de rotation, c'est-à-dire des moteurs à turbine à gaz plus un générateur électrique. Les régimes développés atteignaient 1 million de tours par minute, voire davantage. Il me semble même que ces chiffres allaient jusqu'à 1,5 million. Du moins, c'était bien ces chiffres-là qui étaient annoncés dans la presse, dans les articles scientifiques. Aujourd'hui, je le répète, tout cela n'a sûrement pas disparu de l'ordre du jour, c'est tout à fait certain. Cela s'est seulement enrichi de la présence de nouveaux accumulateurs à forte densité énergétique. Lorsque j'étudiais cette question par moi-même, si ma mémoire est bonne, et j'avais bien cette impression, la densité énergétique massique d'une petite microturbine fonctionnant à l'hydrogène, par exemple, peut être supérieure à celle des batteries au lithium actuelles capables de stocker la même puissance. L'installation peut être plus légère. Oui, bien sûr, plus légère, naturellement. C'est précisément pour cela qu'en aviation, on n'utilise pas de batterie d'accumulateur, on n'en installe pas. Il est vrai qu'il existe de telles tentatives, on l'a signalé tout récemment. Dans l'aviation légère, on utilise principalement des groupes énergétiques à turbine ou à base de moteurs à piston. Aujourd'hui, ils l'emportent malgré tout en masse et en densité énergétique sur les batteries d'accumulateurs actuelles. Et oui, j'aimerais aussi parler un peu des marchés. En fait, il faut parler des dirigeables. Nous construisons bien des dirigeables. Nous avons 2 microturbines de 300 kW chacune. Dans notre prochain appareil, le Nova 8, qui fait 8000 m3, elles devront déjà être installées, fonctionner à plein régime, produire de l'électricité et faire tourner les hélices. Les dirigeables volent. Plus le dirigeable est grand, plus il y a de microturbines. Il est peu probable que la puissance augmente, au maximum jusqu'à 400 kW. Il y en aura simplement de plus en plus. Nous construisons des dirigeables. Vous voulez voir comment ils volent? Scannez le QR code. Inscrivez-vous, venez. À Voskresensk, nous volons sur des petits. Ils sont encore électriques, sans microturbines. Mais les microturbines, c'est une histoire vraiment passionnante. On a tant de choses à raconter et à clarifier. En somme, elles ne servent pas qu'en aviation. Je sais qu'il y a une grande tendance en Chine et ailleurs sur les voitures hybrides. Les voitures électriques, c'est génial. Mais c'est l'hybride en série qui s'impose. Quelque chose produit l'électricité, il y a une petite batterie tampon et des moteurs électriques qui consomment l'électricité et font tourner les roues. La voiture roule. Et aujourd'hui, c'est cette solution qui a fait ses preuves. Et je sais avec certitude que la Chine prévoit de remplacer ses moteurs à piston par des turbines. En Russie, il y a même ce courant. Beaucoup de demandes sur ce sujet. Et voilà des turbines de 50 kW, presque par million d'unités. Tous espèrent conquérir aussi ce marché. Oui, en somme, aujourd'hui les transports s'électrifient à pas de géant, c'est-à-dire passent à une transmission électrique avec des batteries d'accumulateurs.
Mais en même temps, pour diverses raisons, on continue et on cherche même par tous les moyens à doter ces batteries de ce qu'on appelle des prolongateurs d'autonomie. Au fond, dans ce cas, nous obtenons un groupe motopropulseur hybride. Mais cette voiture à prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire avec une petite centrale électrique, permet aux conducteurs de voitures électriques de se sentir nettement plus en confiance. Car au bout de 300 km ou quand ces batteries seront déchargées, ils pourraient ne pas trouver de borne de recharge électrique, alors qu'une station-service remplissant les réservoirs de carburant, il la trouvera à coup sûr. De ce fait, du moins pour l'instant, la création de voitures électriques s'accompagne de travaux intensifs pour y installer un groupe énergétique supplémentaire, une centrale électrique supplémentaire, c'est-à-dire un prolongateur d'autonomie. Oui, ce prolongateur d'autonomie en version microturbine aura, par rapport à la version à piston, un avantage considérable, un mérite considérable. Cela tient avant tout à la masse, aux dimensions, mais sans aucun doute au bruit. Oui, vous ne voulez pas de bruit supplémentaire. Sur une voiture électrique, vous ne voulez pas du bruit supplémentaire d'un groupe énergétique à moteur à piston, vous ne voulez pas de vibrations supplémentaires. Voilà. Ce groupe énergétique à moteur à piston va vibrer. Le moteur à turbine à gaz ne vibre pas du tout pendant son fonctionnement. Or, les secousses et les vibrations, c'est du bruit et tout se transmettra à la carrosserie de la voiture. Or, la turbine à gaz n'a rien de tout cela. En outre, la turbine à gaz est multicarburant et peut utiliser n'importe quel carburant et surtout un carburant bon marché. Le gaz propane-butane, par exemple, sans problème. Un diesel ne peut absolument pas utiliser le propane-butane. Ici, sans aucun doute, les turbines à gaz apparaissent nettement préférables pour cette application. Multicarburant, masse, rendement assez élevé, grande longévité, faible masse, grande longévité. L'écologie encore, aucune odeur, rien à l'échappement. La microturbine ne vous causera pas ces désagréments, contrairement au moteur à piston. De ce fait, dans le monde, ces travaux de développement de prolongateurs d'autonomie à microturbines sont menés activement. Nous avons, nous aussi, ces développements, des microturbines de 50 kW, de 30 kW. Nous travaillons dans cette direction dès l'Université polytechnique de Moscou, et ces travaux étaient même menés conjointement avec l'université chinoise Tsinghua. Le seul point, c'est que ce travail, comme il s'agissait tout de même d'une université, n'a pas été poussé jusqu'à la fabrication du matériel. Nous avons conçu cette installation énergétique, conçu des éléments distincts, et ces éléments, nous ne les avons pas seulement conçus, mais aussi testés, en particulier l'échangeur de chaleur. Notre échangeur de chaleur était particulier, il offrait un très grand degré de régénération tout en ayant de faibles dimensions et une faible masse. À proprement parler, ce travail s'appelait microturbine à degré de régénération ultra élevé, c'est-à-dire à rendement ultra élevé de l'échangeur de chaleur. Nous avons fabriqué et testé cet échangeur de chaleur, fabriqué et testé la chambre de combustion, une chambre de combustion à faible toxicité. Elle a montré de très bons résultats. Ici, à proprement parler, une base très sérieuse a été posée. À l'avenir, nous comptons, nous aussi, nous consacrer davantage à cette direction. Mais il faut noter ici que ce sont précisément les faibles dimensions et la faible puissance qui permettent d'essayer d'utiliser dans une telle microturbine
de la céramique à haute température. Cela permettra d'augmenter le rendement, de réduire les dimensions et la masse de la microturbine. Et nous menons aussi des travaux dans cette direction, conjointement avec des entreprises qui se consacrent au développement de la céramique à haute température, à son développement et à son étude. Voilà, sans doute. Je pense avoir développé cette partie. Les roues réfractaires ne sont pas les seules à pouvoir être en céramique. Une assez large gamme d'autres pièces le peut aussi. Or la céramique, comme on le sait, est bien plus simple, bien plus légère que l'acier, et plein d'autres choses intéressantes. Là, la température monte, et de ce fait le rendement monte fortement. Et les futures petites turbines en céramique posséderont bien sûr des propriétés très amusantes pour l'utilisateur ordinaire. C'est le rapport grossièrement de la masse et de la taille à la puissance produite. Elles seront tout à fait petites et pourtant l'électricité produite sera assez abondante. Voilà, comme je le disais encore, les générateurs électriques modernes de la taille d'un point peuvent tout à fait fournir 30 kW de puissance électrique. Essayez de chercher sur Google combien fournit, quelle taille a un générateur électrique classique de 30 kW par exemple. Bref, là, tout deviendra clair. Pour revenir au dirigeable, il y a aussi une histoire très amusante. Andreï Veniaminov a une longue expérience de travail sur les microturbines. Et nos constructeurs de dirigeables avec qui nous bâtissons aujourd'hui des dirigeables ont aussi une grande expérience. Et ce qui était amusant, c'est qu'ils se sont rencontrés, pour ainsi dire, chez nous dans l'entreprise, alors qu'ils avaient déjà collaboré ensemble sur l'usage des microturbines justement dans les dirigeables. Bref, les microturbines ont... Là encore, nous travaillons tous ensemble dessus. La microturbine a une très bonne propriété. Elle génère un grand volume d'air assez froid. C'est combien? Aux alentours de 200 degrés, 250, 300? Je corrige un peu. Elles génèrent un grand débit de gaz chaud, de gaz d'échappement qui, en réalité, est presque aussi pur que l'air. C'est-à-dire qu'il n'y aura ni huile, ni aucune de ces choses néfastes. Une assez grande quantité? Je vous écoute, continuez. Oui, et ça se mesure en mètres cubes par seconde. 2 mètres cubes par seconde, oui. 2 mètres cubes par seconde chauffés à une température de 250 à 260 degrés Celsius. Et un moteur à piston, quelle température donne-t-il en sortie? En sortie, il a une température de 600 degrés Celsius, un peu moins pour le diesel. Le moteur à essence, dans certains régimes, voit sa température monter jusqu'à 900 degrés Celsius. La température est élevée, mais le volume d'air est faible. Ici, le volume d'air est colossal et la température basse, ce qui permet d'utiliser justement ces gaz d'échappement dans les dirigeables avec des fonctions claires et utiles, dont l'une est... Tout le monde pose la question des systèmes anti-givrage. Comment chauffer cette enveloppe? Bref, en disposant d'une telle quantité d'air à température assez basse, on peut l'utiliser de façon très qualitative et efficace pour résoudre ce problème. Si cet air était trop chaud, il faudrait le refroidir en plus ou autre chose, car en gros, le matériau des dirigeables ne peut pas supporter des températures aussi élevées. Or ici, la température des gaz d'échappement est assez basse. C'est l'un des systèmes. Et plus important encore, même si le givrage compte aussi beaucoup, c'est le système de variation de la flottabilité. En chauffant, je ne donnerai pas les chiffres exacts maintenant, mais ces deux installations de 300 kW suffisent pour un volume de, par exemple, 8000 m3. Et il suffit en gros de basculer le clapet et d'envoyer cet air chaud là où il faut l'envoyer. Et d'augmenter par exemple la force ascensionnelle du dirigeable d'environ 30% facilement. Voilà. Et le système de variation de la flottabilité sur les dirigeables, par exemple de type classique, c'est l'une de ces questions épineuses.
Si c'est un dirigeable de transport cargo qui doit larguer sa charge, où va-t-il mettre cette flottabilité excédentaire? Et les méthodes seront toujours combinées. Elles ne reposeront pas seulement sur le chauffage et le refroidissement du gaz porteur. Mais ce problème sera aussi résolu par des méthodes supplémentaires. Le principal moyen de résoudre ce problème, c'est précisément le pouvoir calorifique de la turbine. Donc, grosso modo, nous augmentons son rendement global en utilisant cette chaleur à bon escient. Et nous ne gèlerons certainement pas si nous volons en dirigeable vers un endroit où il fera froid. Allez-y, Andrei Veniaminovitch, rapidement. Je pense que nous sommes déjà restés assis assez longtemps. Les gens sont peut-être déjà fatigués de nos récits, je l'espère, intéressants. Bref, faisons le tour. À quel stade en sont concrètement les travaux sur la microturbine que nous développons? Quels travaux ont été réalisés et que reste-t-il à faire? Les travaux sur notre microturbine sont passés au stade de la fabrication. À ce jour, nous fabriquons déjà les principaux éléments du turbocompresseur: les machines à aubes, les compresseurs, les turbines, les paliers de rotor et bien sûr les arbres. Nous prévoyons que ces éléments seront disponibles d'ici quelques mois. Naturellement, la production d'autres éléments est lancée: la chambre de combustion, l'échangeur de chaleur. Bien que l'échangeur de chaleur exige encore de créer une technologie de fabrication qui n'existe pas et n'a jamais existé en Russie à ce jour, créer une technologie d'échangeur de chaleur fixe, compacte, à haute efficacité et à haut rendement, cette technologie, il nous faudra la créer. Nous prévoyons que cet échangeur de chaleur, pendant que les autres éléments seront fabriqués, nous créerons la technologie de conception et de fabrication de l'échangeur de chaleur, puis nous le fabriquerons. Ce ne sera plus quelques mois, mais un peu davantage. Néanmoins, l'échangeur de chaleur ne retardera pas le développement de cette nouvelle technologie, ni la fabrication et l'obtention du prototype expérimental dans son ensemble. Nous devons créer un atelier d'assemblage et d'essai où nous procéderons grosso modo à l'assemblage, à la mise en service et au rodage de la turbine elle-même, et où seront menés séparément, par exemple, d'abord les essais des modules d'échangeur de chaleur, puis ceux de l'échangeur de chaleur complet. Ensuite, l'assemblage, le démarrage et l'essai de la microturbine complète, par exemple avec un frein hydraulique, puis avec un générateur en plus. Le générateur d'ailleurs est prêt. Notre générateur est testé. Le générateur attend la naissance de la turbine avec son échangeur de chaleur. Elle est déjà en train de naître en ce moment. Une partie des pièces est encore en cours d'achat. Il y a par exemple des pompes, une pompe à huile et aussi des radiateurs. Ce même générateur électrique doit être refroidi, et il s'avère qu'il est à refroidissement par huile. C'est donc un petit local de production pour l'essai de nos premières turbines, et nous en fabriquons d'abord 2 exemplaires. En somme, d'ici la fin de l'année, nous devons constituer et compléter l'équipe de démonteurs et d'essayeurs. Et des temps intéressants vont commencer. Des temps intéressants vont commencer, des essais très intéressants, une mise au point, si elle est nécessaire, bien sûr. Pendant les essais, nous apprendrons de façon tout à fait certaine quelque chose de nouveau sur la turbine que nous avons fabriquée. Et ce ne sera pas forcément quelque chose de désagréable. J'espère bien le contraire, quelque chose de nouveau et d'agréable qui nous surprendra agréablement. Mais il y a beaucoup de travail devant nous et, à vrai dire, outre la conduite des essais et la création de l'installation expérimentale, là, il n'y a pas de problème et il n'y en aura pas qui prendrait beaucoup de temps.
En ce moment, nous réfléchissons très activement et cherchons des locaux. Nous pensons au processus de préparation à la production, où, comment et quand nous commencerons à créer cela. La préparation à la production, la fabrication d'une série de moteurs à microturbines de 300 kW. Et au sujet de la série, que peut-on dire? Dans l'ensemble, au départ, je me répète, beaucoup l'ont entendu, pour les turbines, une stratégie a été choisie. Ne pas développer des produits avec un nombre infini de variables inconnues, ultra modernes, fondées sur des technologies incroyables, des conceptions à base d'un quelconque savoir-faire et ainsi de suite, mais justement concevoir un premier modèle qui, avec une très grande probabilité, démarrera, fonctionnera et montrera tous les paramètres et caractéristiques prévus pour lui au stade du développement. Et ils ont été prévus dès le départ de telle manière que cette installation énergétique pourra s'appliquer non seulement aux dirigeables que nous concevons. Or, nous concevons un appareil de 8000 mètres cubes, soit 3 à 4 tonnes de charge utile, avec également une autonomie de vol de 3 à 4000 km. En somme, c'est un appareil de travail. Nous comprenons déjà à peu près que pour couvrir les besoins de seulement 2, disons 3 grands acteurs, rien qu'à l'intérieur de notre pays, il en faudra une centaine de ces appareils et donc quelques centaines de microturbines. Nous pourrons tout simplement, pour ainsi dire, capter toute la demande sur nous, mais justement dans cette version, dans ce couloir de puissance, cette turbine a un marché assez vaste. Andrei Veniaminovitch disait que c'est comme le transport fluvial. En particulier, pour la Russie, c'est le transport sur les rivières. Par exemple, ce sont les gros engins de transport sur roues. D'après ce que je comprends, les engins de carrière nécessitent de telles microturbines. Ce sont des systèmes d'énergie distribués, ce sont des locomotives électriques. Le transport ferroviaire également. En Russie, il y a énormément de voies ferrées non électrifiées où les trains, généralement petits dans ce cas, sont tractés par une locomotive diesel utilisant une transmission diesel électrique. Dans ce cas, nos microturbines, pas une seule, nous pouvons en installer un cluster. 3 ou 4 de ces groupes énergétiques dans une locomotive, et ce sera tout de même nettement plus petit qu'un moteur diesel, autant en masse qu'en taille du moteur diesel utilisé dans les locomotives. En conséquence, ce sera tout à fait clairement avantageux, et du point de vue des coûts d'exploitation, un tel groupe énergétique l'emportera, car il pourra utiliser par exemple un carburant bon marché, du gaz liquéfié, du propane-butane. Un moteur diesel ne peut pas fonctionner au propane-butane, un moteur diesel ne peut pas fonctionner uniquement au méthane. Une certaine quantité de carburant diesel doit obligatoirement être utilisée avec le méthane. Or, une turbine à gaz peut fonctionner uniquement au méthane bon marché, au gaz liquéfié, au propane-butane. En conséquence, dans ce cas, en coût d'exploitation, un tel groupe énergétique l'emportera sur le diesel. Actuellement, nous avons une proposition précisément pour l'application d'un tel groupe énergétique dans ce qu'on appelle les autorails, mais c'est au fond ce que je racontais. C'est un petit train utilisé chez nous sur les voies non électrifiées. Et ici, nos turbines auront tout à fait clairement de sérieux avantages par rapport aux trains diesel existants. En outre, sans aucun doute, nous en avons déjà parlé. Il s'agit du transport électrifié et ici même une microturbine de 300 kW peut être utilisée comme prolongateur d'autonomie.
si l'installation à microturbine est montée sur de très puissants et grands camions à transmission électrique. Ce genre de camion est développé et étudié sous forme de start-up aux États-Unis. On nous a même proposé de participer à une telle start-up, mais malheureusement, ou peut-être pas malheureusement, toujours est-il que la guerre en Ukraine a commencé, et dans ce cas, tous les contacts avec les États-Unis et les travaux communs potentiels ont été fermés. Eh bien, en principe, dans un certain sens, c'est sans doute aussi une bonne chose. Au moins, notre développement ne partira pas aux États-Unis d'Amérique. Il restera en Russie. Mais cela nous a imposé une certaine charge supplémentaire de responsabilité pour concrétiser ce développement malgré tout en métal. Voilà. Parce que naturellement, nous nous efforçons de toutes nos forces de faire, et je suis sûr que le succès n'est pas du tout loin. Impossible d'avoir tout et de ne pas le faire, il faudrait être, bien que tout soit possible. Nous avançons vers la création de 2 exemplaires expérimentaux fonctionnels de microturbines avec échangeurs de chaleur d'une puissance de 300 kW. Nous espérons que cette année, ils seront assemblés, mis en marche et testés. Et alors, grosso modo, bien que des échos arrivent déjà en parallèle, en somme, il y a des clients pour elles, le marché est clair. Grosso modo, une file d'attente dans l'attente d'un miracle. Et plus ce miracle approche, c'est-à-dire le lancement des prototypes, plus la file d'attente commence elle-même à ouvrir les portes, à entrer, à frapper. En somme, plus tout cela approchera, plus tout deviendra clair. Je suis certain qu'on réunira une série suffisante pour mettre en place une véritable production en série. On ne décèle absolument aucune difficulté technologique dans la fabrication des pièces de cette turbine. Oui, ce sont de hautes précisions, des tolérances exigeantes, des matériaux réfractaires et difficiles à usiner, des paliers de roulement de précision. D'ailleurs, avec les roulements, oui, il y a des difficultés, notamment l'absence de roulements nationaux. Oui, et pas seulement nationaux, par exemple ce même Chine vers laquelle tous nos concepteurs se tournent aujourd'hui. La Chine aussi regarde autour d'elle. Bref, où trouver ces roulements? Les questions existent, mais tout cela n'est pas un problème, pour ainsi dire. Dans l'état actuel des choses au XXIe siècle, ce n'est qu'une tâche que l'on peut résoudre, elles se résolvent toutes. Je rappelle, au cas où, que notre station spatiale internationale est en orbite, certains comptent coloniser Mars, la Chine se déplace à plus de 400 km par heure entre ses provinces. Nous avons des puces nanométriques, bref, avec les pièces métalliques aussi, on s'en sortira. Voilà. Mes amis, j'espère que vous vous êtes amusés et que c'était intéressant. Pas amusés, on était un peu maussade, mais ce sera plus gai. Nous avons mené pour vous ce webinaire instructif. J'ai même en partie intégré vos questions. On m'écrivait ici. Et concernant la production de masse, les turbines peuvent-elles être fabriquées? Bien sûr que oui, et c'est justement l'objectif de nombreux États, pas seulement le nôtre. Merci pour vos questions, merci de vous être connectés et d'avoir regardé. Merci Andrei Veniaminovitch d'exister et de faire avancer ce processus. Il faudra... Une idée m'a traversé l'esprit aujourd'hui. Bref, encore une petite minute, nous avons des gens célèbres comme Glushko par exemple, le créateur des moteurs fusées. Et ce sont des gens qui ont inscrit leur nom et prénom dans l'histoire. Et cette microturbine n'étant rien plus simple que ce même moteur de fusée. Et l'exploit qu'accomplit Andrei Veniaminovitch en créant cette turbine, on peut tout à fait le mettre au même niveau que ces noms illustres. Et plus encore une microturbine intégrée dans un dirigeable. Andrei Veniaminovitch, eh bien, voilà. Très modestement bien sûr, mais il écrit l'histoire.
Alors, mes amis, soyons emplis de respect pour les gens capables de tels exploits. Dans la mesure du possible, joignons-nous, aidons. Bref, suivez le projet, attendez qu'on le lance. Et nous, de notre côté, nous couvrirons tout cela, le montrerons et le raconterons. Et je le répète encore une fois, si vous voulez venir faire plus ample connaissance, il y avait un code QR sur la diffusion. À Voskresensk, dans notre centre aéronautique, nous avons 2 petits dirigeables entièrement électriques, l'un classique, l'autre aérodynamique, dit hybride. Inscrivez-vous, venez, je vous montrerai et expliquerai personnellement ce que sont les dirigeables, pourquoi ils sont importants, pourquoi ils sont nécessaires, et si vous posez des questions sur la microturbine, j'y répondrai aussi. Andrei Leonidovitch, merci beaucoup. Merci. Je veux seulement ajouter que les turbines à gaz, elles aussi, ne sont pas créées par une seule personne, mais par une équipe. Eh bien, je ne sais même pas, un groupe de passionnés. Sans doute, oui. Pas une seule personne, c'est absolument certain. Merci. Merci. Voilà mes amis, on reste en contact. À bientôt. Merci. Bonne continuation. La société Aeronova développe une gamme d'appareils de différentes classes, des plateformes légères sans pilote aux dirigeables lourds pour la logistique complexe, afin de démontrer leur capacité et leur efficacité dans le monde moderne. La gamme d'appareils comprendra plusieurs prototypes, à savoir le Nova 01 ainsi que l'Aerolo 01. Ces appareils ont été conçus spécialement pour tester et mettre en pratique toutes les solutions modernes que la société prévoit d'intégrer dans ses futurs modèles. Je suis heureux de vous présenter notre premier-né, le dirigeable Nova 01. C'est une copie dynamique de notre prochain modèle, le Nova 2. Nous y mettons au point la commande, le système de pilotage automatique et la collecte de données. À l'avenir, sa version améliorée pourra constituer un produit à part entière, que ce soit pour la surveillance ou la publicité. Son volume est de 130 mètres cubes et sa longueur de 17 mètres. Il peut emporter à son bord 20 kg de charge utile, qu'il s'agisse d'équipements divers ou de tout autre type de marchandises à transporter. Les futures versions de cet appareil pourront devenir un produit commercial à part entière, servant de plateforme publicitaire ou de moyen de surveillance et d'observation. L'Aerolo 01 est notre version hybride aux caractéristiques aérodynamiques améliorées. C'est un modèle expérimental sur lequel nous testons des solutions nouvelles et atypiques pour les dirigeables de nouvelle génération, mais susceptibles d'être intégrés dans les prochains modèles. En plus de la portance aérostatique, cet appareil fait également appel à l'aérodynamique, ce qui améliore ses performances dans certaines missions où les dirigeables peuvent être utilisés. Son volume est de près de 190 mètres cubes, sa longueur atteint 19 mètres et la capacité de charge utile qu'il peut emporter à son bord est d'environ 50 kg. La gamme comprendra également le dirigeable Nova 2 d'un volume de 2000 mètres cubes, capable de transporter 500 kg sur une distance de 500 km. Sa version passager sera conçue pour accueillir jusqu'à 6 personnes, pilotes compris. Vient ensuite le dirigeable Nova 8 d'un volume de 8000 mètres cubes. Cet appareil sera capable de transporter 19 passagers ou bien 4 tonnes de fret sur une distance pouvant atteindre 3000 km. La gamme se conclut avec le dirigeable Nova 35, un appareil d'une toute autre catégorie qui est doté d'une coque rigide. Ce sera le premier et le plus petit appareil à coque rigide que la société prévoit de produire à l'avenir. Cet appareil pourra emporter au minimum 15 tonnes et transporter des marchandises sur des milliers de kilomètres. Cette gamme d'appareils couvrira un volume considérable de besoins qui se sont formés sur le marché de la logistique et du transport de fret. Notre prochaine étape est le dirigeable Nova 2, capable de transporter 6 passagers ou 500 kg sur 500 km.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Restez avec nous, amis. De nouvelles vidéos sur comment nous faisons renaître la construction de dirigeables arrivent bientôt. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.